Salut tout le monde, Simon Servant qui est avec vous aujourd'hui pour faire une vidéo concernant mes cibles potentielles du Canadien au repêchage de 2025, donc repêchage qui s'en vient dans un mois, un petit peu plus d'un mois. Puis plutôt que de faire comme tout le monde, évidemment, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont parlé des choix 16 et 17, des choix de première ronde, leur cible potentielle. Et bien moi je reviens un peu comme je l'ai fait l'année passée avec des cibles jusqu'à quatrième ronde et peut-être même quelques petites rondes plus tardives, quelques petites suggestions que j'aimerais que le Canadien regarde attentivement, peut-être même pour les rondes très tardives. Donc ça va être ça, je vais couvrir pas mal tous les choix à l'œil comme ça, là, si je regarde ma liste de Word, un peu de cibles, il va y avoir un peu plus d'une trentaine de joueurs dont on va parler. Puis le but, c'est pas nécessairement de les décrire de fond en comble pendant 7-8 minutes, parce que je veux pas non plus spoiler mon top 32, mes observations pour mon top 32. Puis je veux pas spoiler non plus le guide en tant que tel qu'on va publier dans un mois aussi. Donc je veux pas nécessairement rentrer dans les détails, mais je veux quand même apporter les noms, donner un petit peu les grandes lignes, voir où ça peut s'insérer avec le Canadien. Je vais essayer vraiment de regarder un peu, pas nécessairement les besoins, mais aussi l'attitude un peu de Kent Hughes et Jeff Gorton par rapport aux joueurs qui veulent repêcher, peut-être un peu plus de size, peut-être un peu plus de grit en tant que tel, peut-être des défenseurs droitiers, des choses comme ça. Donc remplir des besoins, mais aussi considérer l'équipe qui est en ce moment à la main de l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis et puis de la direction en tant que tel. Donc c'est un peu ça, c'est là que je vais aller avec cette vidéo-là. Je pense qu'il va y avoir quand même plusieurs joueurs que vous connaissez déjà, mais on va essayer de voir peut-être qui peut devenir une petite perle rare, une petite carte cachée, entre guillemets, dans ces choix-là, parce que c'est pas un très grand repêchage. Je pense que si vous nous avez suivis depuis le début de la saison, vous vous êtes rendu compte que on n'est pas vraiment des fans du repêchage cette année, mais il y a quand même quelques joueurs, si tu fouilles bien, si tu fais tes devoirs, peut-être quelques joueurs qui sont intéressants dans les rondes de mi-repêchage et même après. Euh, dans la vidéo, ce que je vais faire, ça va pas être uniquement basé sur mon top 32. Je vais essayer de me fier aussi un peu avec la liste de la centrale. Donc peut-être que éventuellement, vous allez voir des joueurs qui sont beaucoup plus hauts sur certaines listes, peut-être la mienne, beaucoup plus bas sur d'autres listes. Je vais essayer de faire un melting pot un peu de la centrale, puis je sais pas si ça va tomber directement dans les choix, mais voyons voir, peut-être qu'il y a des gars qui vont être repêchés 30 rangs avant celui que je vais parler, mais je vais essayer de faire un petit amalgame des deux, puis voir si où ça peut aller, puis si ça peut se dérouler quand même de cette façon-là pour le repêchage. Euh, donc, on va commencer avec les choix 16 et 17. Je les ai mis ensemble, évidemment. Puis tous les choix, c'est sans transaction, là. Je vais pas spéculer sur des transactions. Oh, on échange le 16 et le 17 pour le 9 ou je vais juste travailler avec qu'est-ce qu'on a sous la main, en fait, dans les mains en ce moment. Puis au 16 et 17, j'ai ciblé en tout 6 joueurs. Il peut en avoir évidemment d'autres, mais moi, c'est les 6 joueurs que je surveillerais du côté du Canadien. Puis le premier que j'ai en liste, ben évidemment, c'est Carter Bear. Euh, Carter Bear, je pense qu'il est monté très très haut dans les listes avant, peut-être jusqu'au mois de février, même mars. Puis ensuite de ça, il s'est blessé, puis on l'a comme oublié un peu. Puis je me dis que peut-être, il va peut-être baisser un petit peu étant donné qu'on ne l'a pas vu depuis quand même un bon bout de temps. Carter Bear, c'est un attaquant qui est très, très intense. C'est surtout, j'ai l'impression quand on parle de Carter Bear qu'il y a des personnes qui s'attendent à ce qu'il devienne un genre de Tom Wilson, puis c'est pas du tout ça. Ce qui arrive avec Carter Bear, c'est que c'est un joueur qui amène les joueurs, ses coéquipiers dans le combat. C'est ça la force de Carter Bear, c'est son intensité, il a pas froid aux yeux. C'est que c'est un gars qui a pas peur d'aller en échec avant, qui est capable de jouer dans toutes les situations en désavantage numérique cette année quand il joue avec Mietinen.
C'était probablement un des meilleurs duos de tout le Canada en tant que tel. Pour le désavantage numérique, très intense, très tenace, bonne anticipation. Donc, Carter Bear, c'est ça. Puis je pense que dans l'optique où le Canadien veut avoir de l'intensité, tu sais, bon, il y a peut-être des joueurs qui vont quitter dans 3 ans, 4 ans, là, les Anderson, les Gallagher de ce monde. Puis c'est rien contre eux parce qu'Anderson, je trouve qu'il a fait de l'excellent travail cette année, tout comme Gallagher. Mais à un moment donné, bon, les contrats se terminent, puis tu as besoin d'avoir un influx de talent, un peu de changement de garde. Puis je trouve qu'avec un gars comme Bear, ça rajoute cette intensité-là, ça rajoute ce désir d'être dans la face des joueurs. Puis c'est un joueur que je ciblerais s'il glisse au 16e rang. Moi, je l'ai dans le top 10 depuis notre classement de mi-saison. Il va rester évidemment dans le top 10 aussi pour mon classement final. C'est spoiler, mais je pense qu'en même temps, je pense que vous vous en attendiez de toute façon. Donc c'est c'est le premier joueur que je ciblerais. Je sais pas s'il va être encore là, mais en tout cas, gardez-le à l'œil. Le deuxième, vous le connaissez très bien aussi, Justin Carbonneau. Ailier, quand même gros gabarit, un genre de 6 pieds 1, 195 pour l'Armada de Blainville-Boisbriand. Carbonneau, ce qu'on a beaucoup aimé cette année de notre côté, c'est le fait que plus la saison avançait, plus il y avait des responsabilités. Son entraîneur-chef, Mathieu Turcotte, qui est plus là maintenant, il a été congédié, mais lui a donné des responsabilités, l'a utilisé un petit peu plus en désavantage numérique dans certaines missions défensives, même si c'était pas nécessairement son fort. Mais du côté de Carbonneau, son lancer est excellent. C'est un des bons lancers de ce repêchage-là, des poignets et sur réception. Puis, il y a une petite touche de playmaking aussi qui est peut-être un peu sous-estimée. C'est un gars qui est capable de trouver des bonnes lignes de passe, capable d'exécuter ce genre de passe-là, même si, encore une fois, c'est pas nécessairement sa qualité première. Moi, ce que j'aime beaucoup de Carbonneau, c'est son aspect physique. C'est un gars qui frappe pour faire mal, c'est un gars qui frappe dur, qui frappe au centre de la glace, qui frappe le long des bandes. C'est un gars, si mettons, un gars comme Carter Bear est sorti, Justin Carbonneau, pour moi, ça devient aussi une bonne solution, je le dis, puis c'est pas négatif, mais une solution de rechange, mais dans le sens que c'est lui aussi, c'est un gars qui amène un peu de l'intensité, qui amène les gens dans le fight, comme on dit, dans le combat. Donc, du côté de Carbonneau, ça, c'est quelque chose qui, je pense, qui serait très intéressant sur un 3e trio, possiblement un 2e si jamais il y a des blessés ou des choses comme ça. Parce qu'il y a cette touche de marqueur-là, évidemment, qui est indéniable. Puis, il est quand même assez intelligent pour non seulement compléter les jeux, mais aussi contribuer avec ses coéquipiers sur la patinoire. Je pense qu'on l'a vu cette année quand il a joué avec Matteo Nobert, qui était un gars un petit peu plus à caractère défensif. Ça allait très bien entre les deux parce que justement, il y en avait un qui prenait un peu plus les responsabilités, puis l'autre qui se concentrait aussi sur l'attaque. Ça a été la même chose avec Goriunov. Donc, j'aime ce que je vois de Carbonneau. Il y a des gens qui ont parlé de son individualité, un gars qui va peut-être aller se gâter un petit peu pour donner des mises en échec, puis ça mène à des pénalités. Oui, mais comme je le répète tout le temps, j'aime mieux dompter un tigre que de peindre des rayures sur un chaton. Puis je la ressors encore parce que c'est ça. Carbonneau, c'est un tigre. Tu te dis, est-ce qu'on peut le dompter? Est-ce qu'on peut l'amener du côté professionnel? Probablement. Donc, du côté de Carbonneau, c'est une autre cible pour 16-17. L'autre cible que j'ai, un défenseur droitier, Radim Mertka. Je pense que cette année, ça avait mal parti du côté de la Tchéquie. Il est arrivé dans la WHL. On a vu vraiment cette... bon, déjà à 6 pieds 6, 200 livres, il a un bon coup de patin. Il est solide défensivement. Il amène cette touche offensive-là aussi. Il est capable de s'insérer dans les discussions offensives.
Pas peur de rentrer en deuxième vague, quatrième homme, décoche des bons lancers aussi. Je pense pas que son attaque, je pense que c'est un peu un mirage que ce qu'on a vu, l'attaque de Mertka cette année. Je m'attends pas à ce que ce soit un défenseur de 60-65 points dans la Ligue nationale, mais de savoir qu'il a cette attaque-là en lui, de savoir qu'il est capable de créer ce genre d'attaque-là aussi avec la relance, en patinant, en transportant la rondelle. On l'a vu aussi un peu pendant les séries, il était capable de le faire. Donc, Radim Mertka, pour moi, ça a été un joueur qui a monté dans ma liste tranquillement parce que il a été utilisé un peu plus comme un vrai défenseur, je ne veux pas dire shutdown, mais un vrai défenseur que tu vas utiliser peut-être comme troisième défenseur dans la Ligue nationale, qui va t'aider dans toutes les situations. Je voulais pas le comparer nécessairement à Reinbacher parce que c'est pas tout à fait les mêmes joueurs, mais dans la façon dont sa progression est arrivée, c'est que oui, il y a eu un début difficile, il a été caché un petit peu en Tchéquie, mais ensuite de ça, il a comme monté tranquillement dans les listes parce que on a vu le potentiel qu'il avait. Puis moi, je pense qu'en défensive, si le Canadien repêchait Mertka, il déciderait de le jumeler avec un... Tu peux le jumeler avec un gars comme Hudson, puis tu peux le jumeler avec un gars comme Goulet, qui est moins offensif, mais qui a cette physicalité-là aussi. Donc je pense que ça serait deux défenseurs qui seraient bons pour lui. Puis c'est la même chose avec Reinbacher. Si tu décides de faire jouer Hudson avec Reinbacher, c'est excellent. Si tu décides de faire jouer Goulet avec Reinbacher, je pense que tu t'en tires aussi avec une paire difficile. Donc je pense que Mertka, c'est ce qui l'amène du côté du Canadien. Si jamais il est disponible, je suis convaincu qu'il va sortir plus haut. Mais mettons qu'il glisse parce que des défenseurs droitiers de ce calibre-là, il n'y en a pas beaucoup dans ce repêchage-là cette année. Donc, évidemment, Mertka, c'est tout désigné. Je vais tout de suite parler de son coéquipier, Braden Coots. Braden Coots, c'est un attaquant, c'est un joueur de centre qui est très bon, lui aussi, sur 200 pieds. Triche pas. La game, comme on dit, c'est un gars qui a d'excellentes mains, une bonne vision du jeu, il est dynamique. Quand même un très bon lancer aussi quand il décide de s'appuyer dessus. Gabarit appréciable à 6 pieds 180-185. Donc un autre centre droitier. Évidemment, on cherche des centres du côté du Canadien parce que ça semble être le deuxième centre là, qui est la question en ce moment. Bon, est-ce que Dak va avoir une autre audition? Possiblement. Est-ce que ça va être un Winbeck? Bon. Mais éventuellement, un gars comme Coots, je pense qu'il a ce dynamisme-là, cette intelligence-là avec la rondelle, cette capacité-là à rendre ses coéquipiers meilleurs, mais aussi cette capacité-là à travailler pour lui-même, entre guillemets. Donc, sortir des coins, se donner des occasions, se donner un peu plus d'espace. Donc, je trouve que c'est un gars qui couvre beaucoup de glace, c'est un gars qui est intelligent sur la patinoire, puis qui va faire en sorte que quand tu vas le faire jouer contre un trio adverse, mettons tu veux matcher tes trios, Coots, il va pas te faire mal à l'étranger. Puis en contrepartie, si tu décides quand on est à la maison, puis tu veux avoir tu veux utiliser un trio en appui à celui de Suzuki, je pense que Coots, s'il pilotait un trio avec un deuxième, troisième trio, avec des coéquipiers qui sont énergiques, mais aussi qui ont des petites touches de finition. Un peu comme Carbonneau, disons. Là. Je pense que ça serait une très belle sélection. Donc, Coots et Carbonneau, même, on en parle, mais ces deux-là ensemble, ça serait très bien. Puis, je vais parler aussi de Brady Martin, parce que Coots, il a cet aspect de two-way-là, comme je viens de mentionner, de 200 pieds, mais Brady Martin, il l'a aussi. Puis en désavantage numérique, c'est un des bons de toute la CHL, de tout ce repêchage-là. Moi, je trouve que Martin, il a vraiment une agressivité sur le désavantage numérique, mais une agressivité générale sur toute la patinoire aussi. Je pense que si vous l'avez vu au U18, c'est un joueur qui a asséné de solides mises en échec. Puis il en a donné des bonnes aussi cette année. Je pense qu'on s'est un peu laissé... J'ai l'impression que quelques-unes des mises en échec au U18 ont plus retenu l'attention parce que là, c'était sur une scène internationale.
Mais du côté de Brady Martin, c'est le lancer aussi, c'est les capacités de marqueur. Oui, il y a du playmaking aussi. Oui, il y a de la finesse mélangée à un peu de robustesse. C'est pas un si gros gabarit, Brady Martin. C'est genre 6 pieds, 180, 175, 180. Mais lui aussi, c'est un centre que tu regardes puis tu te dis deuxième centre, c'est une possibilité. Est-ce que je revois un petit peu de ce que je voyais de Owen Beck dans le temps? Absolument. Puis moi, Owen Beck, je continue de penser que c'est un joueur qui peut aller peut-être sur un deuxième trio, mais si tu décides de le mettre sur ton troisième trio, ça va vraiment être très solide. Puis Brady Martin, je pense que c'est ce moule-là aussi, solide le long des bandes, fonce au filet, pas peur d'aller dans le trafic. Euh, donc, puis un droitier aussi, donc Coots droitier également, donc deux centres droitiers qui viendraient peut-être donner de l'appui à Nick Suzuki. Et potentiellement d'autres centres, on ne sait pas, mais ça serait un des joueurs que je ciblerais pour cette position-là au deuxième centre. Et le dernier joueur que je vais cibler, c'est un défenseur droitier aussi. C'est Logan Hensler. Logan Hensler, c'est dommage parce que je pense qu'il a mal choisi son université cette année. Puis je m'explique, je sais pas combien, qu'est-ce qu'ils ont fait comme recensement d'université, je sais pas combien il y a eu de demandes pour aller jouer dans la NCAA, combien d'universités ont demandé ses services. Mais moi, Logan Hensler, c'est un défenseur qui, pour moi, au début de l'année, il n'y avait aucune chance que ce gars-là drop du top 10. Pour moi, ça n'avait aucun sens. C'est un gars avec un gabarit de 6 pieds 2, 200 livres, qui patine bien, qui est physique, qui a un bon bâton, qui est intelligent dans sa zone, ne se fait pas souvent prendre à contre-pied, est capable d'être un peu un général défensif dans une certaine mesure, parce qu'on l'a vu avec Wisconsin par moment, c'était un peu lui qui imposait le respect en défensive. C'était lui aussi, des fois, qui alimentait cette relance-là, qui envoyait des rondelles vraiment pour activer le jeu. Puis, c'est malheureux parce que qu'est-ce qu'on avait vu dans le programme américain l'année passée, ça a été un peu plus difficile de le voir à Wisconsin. Puis malheureusement, Wisconsin, c'était pas un bon programme cette année. Donc, s'il était tombé à Boston College, à Boston, à Denver, peu importe où, je pense que le stock de Logan Hensler serait resté très haut, puis il serait probablement resté très haut, digne top 10. Donc, pourquoi une cible que moi je vois au 16-17, c'est que je pense que Logan Hensler, le talent est encore là. Je pense que ça lui prend un peu, peut-être, je veux pas dire de motivation, mais on sentait des fois qu'avec Wisconsin, c'était pas toujours, il était pas toujours au maximum, un peu, où on dirait qu'il je sais pas s'il était conscient un peu de ce qui se passait pour son repêchage ou quoi que ce soit, mais ça a été un peu plus difficile. Puis j'aurais aimé qu'ils prennent un petit peu plus les bouchées doubles par moment. Même en attaque, je trouve que ça a été un peu tranquille du côté offensif. Donc moi, je pense que le talent est là. Je pense que le talent top 10, top 15 est encore là. Peut-être un peu de polissage, un peu de motivation, une situation peut-être plus favorable. Est-ce que dans l'optique du Canadien avec Ryan Backer et possiblement Mailloux, troisième paire, un gars comme Hensler, je pense que ça serait... Tu sais, là, on dit troisième paire, puis le gars, il est drafté 16 ou 17, ça n'a pas l'air bon, mais moi, je pense que à l'inverse, je pense que c'est un gars qui serait peut-être un bon numéro 3 ou 4 dans la Ligue nationale, puis que là, tu en as déjà de ces joueurs-là dans ton équipe, donc tu dois un peu utiliser ce joueur-là sur un troisième trio, mais encore une fois, c'est juste un chiffre, pas le troisième trio, mais la troisième paire de défenseurs. Mais encore une fois, c'est juste un chiffre parce que tu vas pouvoir quand même l'utiliser en désavantage numérique ou en avantage numérique si jamais tu veux aller avec une formule avec deux défenseurs. Ce qui est de moins en moins commun, mais quand même. Mais évidemment, je pense que c'est plus le rôle dans l'ensemble sur 200 pieds qui pourrait être bon avec lui. Donc, évidemment, Mertka, pour moi, ça serait le choix idéal. Hensler à considérer si jamais le repêchage se déroule de façon un peu épicée, puis il y a certains gars qui glissent ou qui sont repêchés plus haut. Donc, ça serait mes choix pour 16 et 17 pour la première ronde du Canadien.
Donc, mes choix pour 41 et 49, je les ai pas mis dans le même bloc, contrairement à plus haut 16-17 et aux deux autres blocs qui vont s'en venir, parce que les choix sont quand même un peu plus rapprochés. 41-49, je pense qu'il y a quand même un petit... il y a une possibilité que les joueurs du 41 glissent au 49, mais je pense qu'il y a quand même un petit cut-off. Donc, j'ai décidé d'y aller avec 5 joueurs que je vois au 41 qui pourraient glisser, évidemment, à 49. Puis le premier, c'est Bill Zonon. Bill Zonon pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Je pense que cette année, Zonon, ce qu'on a vu de lui, c'était vraiment un joueur... je veux pas dire que c'est juste un complément, Zonon, parce que je pense que il est capable d'être menaçant avec la rondelle sur sa palette. Il est capable de faire des choses quand même assez dangereuses à l'attaque pour mettre les défenseurs sur les talons, pour tenir un peu le gardien aux aguets. Mais je trouve que où j'ai aimé Zonon cette année, c'était vraiment dans le rôle d'énergie, dans le rôle d'échec avant, dans le rôle un peu de disruptor, en guillemets, briser des jeux ou vraiment mettre de la pression. Puis il y a cette capacité-là à terminer les jeux aussi. Donc Bill Zonon, je pense que ça a été un joueur... Moi, je l'avais beaucoup aimé l'année passée. Cette année, le début de saison, pas que c'était un mauvais début de saison, mais je pense j'ai retrouvé un petit peu moins de ce que j'avais vu l'année passée du côté de Zonon. Puis ensuite de ça, la deuxième moitié de saison ça a beaucoup augmenté pour lui, non seulement pour les points, mais peut-être la confiance. Puis je pense que c'est Seb qui en avait parlé dans le mid. Je pense qu'il disait que Zonon, c'était un gars qui se mettait de la pression. Je pense qu'il a dû se faire aiguiller un peu par ses entraîneurs, juste de dire écoute, va jouer ton match, va jouer ton style, puis le rang, ça sera le rang, puis oublie le repêchage. Je pense que ça lui a bien servi si c'était le cas, si ça a vraiment été une discussion qu'il a eue avec son agent ou peu importe. Parce que on l'a vu. Je pense que la deuxième moitié de saison, il a été supérieur, il a vraiment été bon. Puis il a été bon en série aussi. C'est ça qui arrive, c'est qu'il a été capable de jouer. Quand il jouait avec Vero, c'est pas un gros gabarit, Vero, mais il donnait de la place à un gars comme ça. Il a joué avec Steiner aussi, qui n'est pas nécessairement un gros gabarit, lui non plus. Il a donné de la place. C'est deux gars de finesse, deux gars de talent. Il était là, il allait au filet. Il faisait les bonnes choses. Puis il faisait reculer les défenseurs, faisait enlever de la pression sur ces gars-là. Je trouve que c'est une grande qualité pour moi, ça. Parce que c'est facile de jouer avec la rondelle puis des choses comme ça, mais qu'est-ce que tu peux amener aussi d'autre sur la patinoire? Puis je pense que Zonon l'a bien fait cette année avec un gabarit, 6 pieds 2, 190 environ, ou dans ce coin-là. Donc moi, je trouve que avoir un gars comme ça, énergique, tu repêches ce gars-là 41e ou 49e, peu importe s'il est lisse, sur une troisième, encore une fois, un troisième trio d'énergie, quatrième trio d'énergie. Il y a assez de finition pour marquer des buts. Il est compétent avec la rondelle. Moi, je trouve que Zonon, c'est un joueur qui a vraiment exploité un peu son potentiel cette année. Il s'en est servi à bon escient. Je pense qu'il y a certains recruteurs ou des observateurs qui l'ont même remonté beaucoup plus haut que ça, plus haut que le top 25, là, peut-être proche du 20. Donc, je pense que c'est un témoignage un peu du travail qui a été fait du côté de Zonon cette année. Puis, je pense qu'en deuxième ronde, pourquoi pas? Il y a le gabarit, c'est pas nécessairement le coup de patin le plus rapide, mais le moteur est là, puis je trouve qu'il en donne quand même beaucoup de ce côté-là. L'autre joueur que j'ai ciblé au 41, possiblement aussi qu'il va peut-être être parti avant ça, mais c'est Blake Fiddler. Blake Fiddler, cette année, un autre Américain, mais lui, il jouait pour les Oil Kings d'Edmonton dans la WHL. 6 pieds 4, 205 livres environ, droitier, encore une fois. Donc, je vous ai dit que j'essayais de cibler peut-être des besoins. Blake Fiddler, cette année, je pense que ça n'a pas été nécessairement ça n'a pas été flashy, si on veut, son année de repêchage. Quand j'ai regardé des matchs des Oil Kings, tu le vois Fiddler sur la glace parce que il est quand même physique, il est intelligent aussi.
dans son positionnement. Le bâton est bien positionné, il a une longue portée, donc il est capable de briser des jeux, de forcer les joueurs adverses à aller dans le coin de la patinoire, le long de la bande. Donc, enlever un peu les dangers. Il couvre bien aussi le milieu de l'enclave, il couvre bien le devant du filet. Donc, Fiddler, je pense que ça a été... L'aspect offensif est pas tout à fait là pour moi du côté de Fiddler. Je pense que tu repêches pas ce gars-là en te disant... Puis c'est un peu la même chose peut-être qu'un gars comme... là, je veux dire Hensler parce que je pense que c'est pas nécessairement un gars que tu te dis il va faire 45-50 points dans la Ligue nationale. Mais s'il peut t'en donner 20, 25 et dans un rôle, encore une fois, peut-être de premier ou deuxième désavantage numérique, un rôle important avec de la physicalité, à quel point tu peux peut-être t'arranger pour que si tu dois envoyer ton troisième duo pour matcher, entre guillemets, certains joueurs, que Fiddler, lui, il te fera pas mal non plus, il va être capable d'y aller physiquement. Donc, puis il y a quand même il y a une petite touche de main, il est pas incompétent avec la rondelle, puis il est quand même habile avec la rondelle. Donc, le polissage va être nécessaire pour lui aussi, comme pour tous les espoirs de ce repêchage-là. Mais j'ai l'impression que Fiddler, il va être capable de t'amener un petit peu d'attaque quand tu vas en avoir de besoin, ou quand il va être capable de reconnaître certaines situations. Mais je pense que c'est surtout le côté shutdown, moi, qui m'intéresse avec lui. Puis j'ai l'impression que Fiddler pourrait vraiment remplir ce rôle-là. Pour un choix de deuxième ronde à ce rang-là, je trouve ça intéressant, mais j'ai comme l'impression qu'il va se faire sélectionner un peu plus tôt. L'autre joueur que je vais parler, c'est pas un joueur populaire, mais je m'accroche quand même avec ce gars-là, puis je trouve qu'en deuxième ronde, c'est quand même un beau pari. C'est Jakub Wozniak. Wozniak, là, c'est ce que ce que j'ai reproché à ce joueur-là toute l'année, c'était son manque de pace. Je trouve que quand il joue avec du rythme, quand il joue avec intensité, quand il est prêt à aller se battre le long des bandes, à aller se battre près du filet, je trouve qu'il est menaçant. Puis il a un excellent lancer aussi, donc je pense que si tu lui donnes cette seconde-là de plus, il est capable de la prendre. Mais la raison pourquoi il m'a frustré un peu cette année, c'est que ses talents de marqueur sont beaucoup en finition de jeu. Donc, il se fait préparer un peu le jeu. Et à ce moment-là, il y a l'occasion de décocher un tir de réception, un tir des poignets. Ça, c'est parfait. Le problème, c'est que j'aimerais qu'il s'amène un petit peu plus dans les endroits dangereux parce que là, il pourrait se créer un petit peu plus d'attaque par lui-même en étant juste un peu plus ratoureux puis en étant un petit peu plus... finir ses actions au filet un petit peu plus. Parce que le gabarit est là pour lui aussi. Il est 6 pieds 3, 185-ish. Un autre droitier, un ailier qui est quand même... il est catégorisé comme attaquant qui joue à toutes les positions, mais il a joué probablement 90% de la saison à l'aile. En tout cas, moi, je ne l'ai presque pas vu au centre. Donc, Wozniak, c'est ça. Je pense que c'est un joueur qui pourrait plus profiter de joueurs qui ont un petit peu plus de finesse. Puis lui, il aurait peut-être un petit peu plus de facilité à juste compléter leur jeu. Mais j'ai l'impression, dans le cas de Wozniak, que on l'a vu avec Frondel au U18. On l'a vu avec Ivar Stenberg qui était aussi sur ce trio-là. Il se complétait bien parce que tout le monde amenait un peu une dimension différente. Puis je trouve que Wozniak a montré aussi des qualités de passeur dans ce tournoi-là. Il a montré des qualités le long des bandes aussi. Un petit peu d'intensité de jeu physique. Défensivement, c'est pas nécessairement le meilleur joueur défensif, mais le long des bandes, c'est là où il est capable d'être un petit peu plus rude, un petit peu plus faciliter les sorties de zone. Donc je pense qu'un gars comme lui pourrait être intéressant à ce rang-là, parce que le talent est quand même assez élevé en ce qui me concerne, côté offensif, mais c'est sûr qu'encore une fois, il y a des risques à avoir avec un gars comme ça.
mais rendu là, c'est ça. Je trouve que le risque en vaut la chandelle. Les deux derniers joueurs dont je vais parler pour ce rang-là, ce sont deux joueurs qui se ressemblent un peu et beaucoup plus dans l'énergie. Puis le premier dont je vais parler, c'est William Horkoff. C'est le fils de Sean Horkoff. Puis je pense qu'il y a un peu du paternel dans le nez parce que Sean Horkoff, c'était un gars qui était tenace, qui était tannant à affronter, qui était dans ta face souvent. Puis Will Horkoff, c'est drette ça aussi. C'est un joueur qui fonce au filet, qui est tannant le long des bandes, il est harcelant aussi en défensive, qui est capable de jouer, de donner de bonnes mises en échec, qui va aller se mettre dans la face du gardien, qui va faire dévier. Il est très bon devant le filet pour faire dévier des tirs, pour prendre des retours. Moteur roule bien aussi. Quelques petites qualités, des capacités offensives pures, là, donc des petits toe drag, des petites manœuvres, les petits in and out, les petits jeux dans le triangle, là, la rondelle qui passe entre le corps et le bâton du défenseur. Il est capable de sortir le bras, la jambe pour protéger la rondelle, foncer au filet. Donc, ce que j'aime beaucoup de Horkoff, c'est ça, c'est que je pense que c'est un genre de couteau suisse que tu peux utiliser un peu à toutes les sauces. Puis, il a joué dans le programme cette année, au début de l'année. Je trouvais que il ressortait peut-être un petit peu moins, pas nécessairement qu'il ressortait pas, mais je trouve que le programme était peut-être un petit peu moins bon pour qu'il puisse laisser vraiment aller son talent, son gabarit. Il est 6 pieds 4, 180 environ. Puis là, quand il est arrivé dans la NCAA avec Michigan, puis Michigan, c'est mon équipe favorite, donc je l'ai regardé beaucoup. Là, on dirait que le style un peu plus... les gars un peu plus costauds, un petit peu plus physique, entre guillemets, un petit peu plus de jeu serré. Là, je trouve qu'il a ressorti un peu plus. Donc, il a été capable de produire de façon régulière. Pour un gars qui a changé de ligue, il a vraiment été... Il a pas perdu de rythme. Il s'est adapté rapidement. Donc, William Horkoff, justement, il y a un peu du père dans le nez, puis ça m'intéresse parce qu'avec les Oilers, Horkoff, c'est un gars qui prenait pas de présence de congé. Puis un autre joueur qui suit, qui lui non plus prend pas tant de présence de congé, c'est Shane Van Sagy. Shane Van Sagy, c'est un autre qu'on a vu dans le programme américain l'année passée. Il arrive avec Michigan State, évidemment, encore une fois, des rivaux du Big Ten, donc je les ai vus quand même une couple de fois aussi. 6 pieds 2, 205 livres, un ailier qui, lui aussi, c'est de la physicalité, c'est l'échec avant. Il joue sur le désavantage numérique, le bâton est actif, anticipe les jeux, et pas... encore une fois, c'est pas un gars qui nécessairement a des qualités incroyables avec la rondelle, mais tu vois certaines petites habiletés fines, une vision peut-être un peu sous-estimée de mon côté. J'ai l'impression qu'il y a une capacité à créer des choses avec la rondelle que peut-être que tu t'attends pas d'un gars comme ça, un gars qui a quand même un gabarit assez gros, qui est là vraiment pour rentrer dans le monde, un peu un train, là, un peu faire du dommage près du filet, le long des bandes. Mais si tu lui donnes le temps, il est quand même capable de lever la tête, de trouver des coéquipiers. Ça simplifie le jeu, puis moi j'aime ça, mais il est capable aussi des fois d'y aller du jeu un peu plus compliqué. Donc Van Sagy, c'est un joueur qui un peu dans le même style que Horkoff. C'est des gars qui sont... Tu peux les faire jouer un peu partout sur la patinoire, puis avec n'importe qui, dans le fond. C'est que si tu les fais jouer avec deux gars un peu plus de finesse, lui, il est capable d'amener cette énergie-là, ce jeu physique, cet espace-là. Si tu le fais jouer avec un gars qui est rapide défensivement, puis un tireur, bon, Van Sagy est capable aussi de faire de voiler la vue, de foncer au filet, de donner un peu d'espace pour l'attaquant qui va tirer, qui est le marqueur un peu plus pur, mais il est capable aussi d'avoir cette touche de finesse-là, de vision-là, pour fournir un peu tout le monde. Donc, c'est pas nécessairement un gars qui... Quand il y a un autre gars qui flash beaucoup, c'est pas un joueur que tu regardes puis tu tombes en bas de ta chaise, mais dans la Ligue nationale, dans les séries qu'on voit actuellement, on a vu à quel point un gars comme Tom Wilson, c'était... Puis tu sais, là, on parle de Tom Wilson parce qu'il a joué contre le Canadien, mais faites juste aller regarder un gars comme... si vous regardez les Oilers d'Edmonton,
Tu sais, Corey Perry, là, il y a 37 ans, je pense, Corey Perry, 38 ans. Puis regardez encore à quel point il est tannant sur la patinoire, à quel point il y a cette énergie-là, mais il y a aussi ce flair pour marquer. Il est capable de créer aussi des petits jeux et garder la rondelle sur sa palette. Donc, t'as besoin d'avoir des gars comme ça en série. Puis je pense que Orkoff et Van Sagi, c'est des joueurs de soutien qui t'amènent loin en série, qui t'aident à passer à travers à quel point c'est difficile, dans le fond, ce que les équipes vivent en série. Donc, je pense que lui, c'en est un qui t'aide à traverser ça. Un Josh Anderson avec le Canadien, je ne vais pas toujours revenir avec le Canadien, mais c'est pour vous donner une idée. Donc, Van Sagi, je ne sais pas si 49, 41, c'est un peu haut. Peut-être 49, ça serait un peu plus à propos, mais quand même, je voulais le mettre là parce que je sens qu'il y a des équipes qui vont être intéressées par son jeu parce qu'il ne cause pas beaucoup de tort il n'a pas causé de tort avec les Spartans de Michigan State, puis il n'avait pas causé de tort non plus dans le temps de l'année passée dans le programme. Donc je pense que ces deux gars-là, c'est des joueurs qui seraient très intéressants pour le Canadien en ce qui me concerne. Au 49e rang, donc la raison pourquoi c'est ça, je voulais pas les distinguer, les mettre dans le même bloc, c'est que j'ai l'impression que certains des joueurs dont je vais parler au 49e rang, c'est des joueurs qui auraient peut-être été un peu plus disponibles au 60, 62. Un choix que le Canadien n'a pas de toute manière. Donc je me dis, si jamais ces joueurs-là, eux, ils montent un petit peu. Là, à ce moment-là, 49, ça devient peut-être une sélection intéressante. Premier joueur dont je vais parler, c'est Luca Romano. Luca Romano, je sais pas si on en a beaucoup parlé, nous, dans nos podcasts ou dans nos listes. Mais Luca Romano, c'est un joueur cette année qui nous a... en tout cas, moi, qui m'a bien impressionné parce que c'est un joueur qui a de l'intelligence sur la patinoire, beaucoup d'intelligence, très bon défensivement, très bon attaquant, qui est capable de jouer dans toutes les situations, lui aussi, des avantages numériques, peut matcher un trio. Mais il y a aussi de la finesse dans son jeu. C'est un centre droitier, plus petit gabarit, mais moi, je trouve que dans toutes les situations dans lesquelles, même en série ou peu importe contre qui il jouait, tu le voyais, Romano. Tu voyais à quel point il y avait de bonnes mains. Il était capable de garder la rondelle sur sa palette, lui aussi, de vraiment choisir la bonne option, le bon jeu, la bonne décision avec la rondelle. Puis j'ai l'impression que c'est un attaquant qui a peut-être on l'a vu son attaque cette année, son aspect offensif cette année avec Kitchener, mais j'ai l'impression qu'il y a encore une petite coche pour lui à aller chercher. On le voit être près du filet, être dangereux, tenter quelques petites manœuvres aussi. Il n'a pas froid aux yeux quand même pour son gabarit. J'ai l'impression qu'il y a une petite touche encore offensive à aller chercher, au-delà même de son jeu sur 200 pieds. J'ai l'impression que ça pourrait être une sélection intéressante au 49. Je ne sais pas s'il va glisser. Je ne sais pas si... c'est quoi le profil pour un gars comme ça. Mais cette année, dans le jeu d'ensemble, dans le jeu complet, two-way, ça a été un des bons cette année. Une des belles... C'était pas nécessairement une surprise, mais un des gars qui a vraiment répondu à mes attentes cette année dans cet aspect-là du jeu. Donc, Luca Romano, pour moi, c'est le milieu de la deuxième ronde. Ça me semble être un rang, en fait, une portion de repêchage qui est très bonne pour lui. Puis, comme centre droitier, j'aimerais, encore une fois, tout dépendant de qu'est-ce qui tombe, mais j'aimerais ça voir un gars comme ça tomber dans une équipe qui a du talent offensif, puis le Canadien va en avoir, mais aussi qui a une jeunesse, qui a une capacité de jouer, qui va se développer, de jouer dans des matchs un peu serrés, un peu physiques. Je trouve que Romano, même s'il n'est pas très gros, il se perd pas dans ce jeu-là. Dans la OHL, c'est pas ça qu'on a vu cette année, en tout cas. En tout cas, c'est pas ce que moi j'ai vu. Donc, c'est une sélection qui serait peut-être intéressante, tout dépendant de comment le board se développe. Les trois prochains dont je vais vous parler,
trois prochains joueurs, c'est des joueurs de la Ben, en fait, c'est pas deux joueurs de la USHL. Là. Nestrasil, c'est un joueur de la USHL, mais c'est trois joueurs européens, dont deux Russes. Euh, Puis Vaclav, je vais commencer avec Vaclav Nestrasil. Nestrasil à Muskegon cette année, ça a été un peu une découverte, je sais, pour plusieurs personnes. Un ailier de 6 pieds 5, 190 livres. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup d'observateurs qui ont vu ce gars-là, qui ont vu le package, puis ils se sont dit il y a des possibilités que ce soit un choix de première ronde. Puis j'écarte pas du tout la possibilité. Si tu tombes en amour vraiment avec un gars comme ça, il y a des chances que tu veuilles le repêcher haut parce que euh, le package est là. Oui, il faut que tu développes le joueur, mais le gabarit est déjà là. La mobilité, elle est quand même intéressante pour ce gabarit-là. Euh, il y a des petites habiletés aussi avec la rondelle en espace restreint. Il est capable d'aller le long de la bande, puis justement protéger cette rondelle-là, sortir la rondelle. Donc, ben, pas sortir, mais sortir avec la rondelle, dans le fond. Puis, il y a les mains aussi. Il y a quand même une petite touche de main là-dessus qui est capable de l'aider à se faufiler, puis à se donner un angle de tir ou peut-être se donner une seconde de plus pour créer quelque chose. Mais les habiletés, en général, elles sont quand même... pour moi, elles sont quand même un peu plus limitées. C'est que, si tu veux repêcher un joueur comme ça, il faut vraiment que tu lui donnes un rôle d'énergie, un peu comme il a joué dans la USHL. Il a joué beaucoup en désavantage numérique. En avantage numérique, il était posté devant le filet. Donc ça, c'est excellent, il n'y a pas de problème. Le gabarit est là pour faire dévier, prendre les retours, voiler la vue. C'est parfait de son côté. Des avantages numériques, beaucoup de physicalité aussi le long des bandes. Bâton actif, même capable de transporter la rondelle, de créer des choses un peu par lui-même en désavantage numérique, même si c'est pas nécessaire. En fait, juste pour gagner des secondes, style Armia un peu. Donc ça, c'est excellent de ce côté-là. Puis, c'est un gars qui est en échec avant aussi, qui complète ses mises en échec, qui est en ta face aussi, qui est tannant à affronter lui aussi, Nestrasil, parce que au-delà de peut-être que le talent est un petit peu moins bon, mais il va toujours te déranger quand même. Il va toujours faire en sorte que tu vas avoir des difficultés à sortir facilement la rondelle de ton territoire ou que tu vas peut-être falloir que tu penses une deuxième, troisième fois parce que cette passe-là, elle était peut-être un peu moins risquée, mais bon, il est là avec le bâton, il est là pour déranger. Donc, je trouve que un gars comme Nestrasil à ce rang-là, pour développer, encore une fois, on projette peut-être un bottom six offensif, défensif un peu plus dans des situations avec de l'énergie. Je pense que c'est un profil qui se développe bien. Puis les chances qu'il joue dans la Ligue nationale sont quand même élevées à cause que c'est ce profil-là aussi. Il y a le gabarit, il y a un peu la mobilité, puis il y a le profil de gars qui va, encore une fois, être tannant sur la patinoire, puis qui va t'aider à passer à travers ce qu'on va voir, mettons, dans les séries, ce qu'on voit déjà aussi dans les séries. L'autre joueur dont je vais vous parler, c'est un peu... c'est pas nécessairement dans le même moule. C'est Daniel Prokhorov, mais c'est lui aussi. C'est quand même un gars d'énergie, un gars de physicalité, gros gabarit lui aussi. 6 pieds 6, 210 livres environ, un autre ailier. Donc vous voyez, je pense que vous voyez le genre un peu, là, des gros gars, des ailiers, des centres droitiers, des défenseurs droitiers. Je me fie beaucoup un peu au style du Canadien, peut-être ce qu'ils vont rechercher dans ce repêchage-là. Daniel Prokhorov, c'est ça, c'est vraiment un gros gars avec lui aussi une habileté qui est capable de tirer, qui est capable d'aller au filet, d'être dérangeant, de protéger la rondelle aussi. Il s'en laisse pas imposer évidemment avec ce gabarit-là. Donc ces deux gars-là, Prokhorov et Nestrasil, peut-être que Prokhorov, le talent, les habiletés pures vont peut-être se développer plus facilement en ce qui me concerne que Nestrasil, mais j'ai l'impression que ces deux gros gars-là, tu peux les mettre, encore une fois, tu peux compléter un trio avec ces deux gars-là, puis j'ai l'impression que ça devrait pas faire trop mal sur l'aspect, en tout cas défensivement. Puis je pense qu'ils peuvent t'en donner offensivement aussi, juste par
leur gabarit, leur énergie, le jeu le long des bandes, possibilité de cycle, puis de faire tourner la rondelle, puis d'épuiser les défenseurs, épuiser les joueurs adverses. Récupération de rondelles, protection de rondelles. Donc, je pense que ces deux gars-là, ça devient des sélections intéressantes. Il y a le facteur russe, évidemment, du côté de Prokhorov, qui va peut-être changer la donne de son côté. Ils vont peut-être glisser, ces gars-là. Puis l'autre que je vais rentrer dans la conversation, c'est Alexander Jarovski, parce que lui aussi, c'est un Russe. Puis lui, c'est vraiment de l'autre côté du spectre. C'est un joueur, un ailier avec d'excellentes mains, beaucoup d'aptitudes offensives, capable de déjouer en espace restreint, capable de déjouer un contre un de face, qui est capable d'aller est-ouest aussi, temporiser le jeu. Donc, du côté de Jarovski, je pense que là, j'écarte un peu peut-être le style de gros gars énergiques, puis plus dans la finesse. Mais je pense que s'il y a un potentiel de circuit avec ce gars-là, parce que le talent est très, très élevé. Le potentiel offensif est très élevé. Mais encore une fois, là, ça va être de lui donner un petit coup de pied dans le derrière, des fois un petit peu plus d'intensité, un petit peu plus d'engagement. De vouloir être un difference maker, un joueur d'impact. Je pense que Jarovski, des fois, il a l'air un petit peu... il a l'air un peu moins professionnel dans sa façon de jouer. On ne sait pas comme personnalité, on ne le connaît pas, mais juste dans la manière dont il se comporte sur la glace, le non-verbal, la façon dont il joue avec la rondelle, je trouve que c'est... des fois, il a l'air un petit peu désengagé, des fois, il a l'air pas tout là, mais le talent est tellement élevé que je me dis, si jamais, à quel moment est-ce que tu veux avoir un gars comme ça tu veux sélectionner un gars comme ça dans ton repêchage? Est-ce que tu es prêt à le laisser glisser un peu? Puis là, ben c'est ça, comme je dis, est-ce que Jarovski, c'est un gars qui était supposé sortir peut-être 45, 50, ou est-ce qu'il va peut-être sortir un peu plus haut, un peu plus bas, puis là, ben c'est le choix du Canadien qui n'est pas dans ce range-là, entre 49 et 79, donc ça prend. C'est ça. À un moment donné, il faut que tu joues, il faut que tu fasses un petit peu la loterie, il faut que tu prennes une chance, puis ben c'est ça. Peut-être que tu vas le perdre, mais je le regarderai attentivement quand même 49 Jarovski parce que le talent est très très élevé. Un autre joueur qui a beaucoup de talent, évidemment, Lev Kadin, on en a parlé dans mes cartes cachées, entre guillemets. Je pense que la centrale l'a beaucoup plus bas que moi je l'ai. En tout cas, que moi je l'ai par rapport à ce rang-là, le 49. Je sais pas si je me trompe, mais beaucoup de vision, de playmaking du côté de Kadin. Il regarde vraiment ses options. Prend le temps vraiment de contrôler la rondelle. Prend le temps de garde la rondelle sur sa palette. Analyse beaucoup les choses. Ensuite de ça, quand il voit des joueurs de libre, pas peur d'envoyer ça dans la... il y a une capacité à envoyer des rondelles dans l'enclave, devant le filet. Puis son jeu est diversifié aussi un peu parce qu'il utilise la pointe, capable de tirer, si on lui donne de l'espace, il va les prendre, les tirs. Les feintes aussi, très bonnes feintes lorsqu'il s'amène en 1 contre 1 de face aussi devant les défenseurs, il est capable de les déborder aussi un peu. Mais c'est un ailier avec plus petit gabarit, donc Kadin, le problème, il est là aussi de son côté, c'est que le potentiel offensif est très élevé, mais malheureusement, le gabarit est un peu plus faible. Donc là, tu dois vraiment être productif offensivement pour ressortir, justement, avoir cette capacité-là d'avoir un impact, d'avoir du dommage quand tu es sur la glace. Mais moi, du côté de Kadin, je pense que le talent est tellement élevé, puis le fait de le voir jouer avec il a produit quand même très bien au U18, puis il jouait avec des joueurs de talent. À un moment donné, ils ont commencé le tournoi, c'était Martin Coutts et lui, je pense qu'il était là. Donc, il était capable d'avoir... Il y avait moins à se soucier du jeu défensif parce que les 2 autres étaient capables, puis il y avait moins à se soucier de tirer parce que
Martin était capable de le faire. Donc, c'était vraiment, puis moins d'aller chercher les rondelles. C'était joue dans tes forces, joue avec la rondelle sur la palette, joue vraiment avec ta finesse, ta vision, ton intelligence. Puis, c'est ce qui lui a servi dans ce tournoi-là. Mais, puis, il a été très bon dans la OHL. Il n'avait pas commencé l'année dans la OHL. Il arrive avec Guelph. Puis, produit, je pense qu'il y a eu plus qu'un point par match, même à Guelph. Mais c'est ça, 5 et 8, 175. Donc, il y en a pour qui 49e, ça serait beaucoup trop tôt. Mais moi, je trouve que le talent est tellement là. Puis, c'est sûr, Jarowski, lui, a le gabarit un petit peu plus à 6 pieds 1, 165-ish. Donc, la priorité serait peut-être un peu plus sur Jarowski. Mais Cadine, moi, je l'aurais à l'œil. Puis, s'il glisse, ben, tant mieux. Le Canadien pourrait aller le repêcher encore plus loin. Donc moi, c'est sûr que c'est un des joueurs que moi, je détesterais pas. Offensivement, un dernier attaquant, puis un défenseur ensuite. Ben, peut-être 2 défenseurs, mais en tout cas, on va commencer par le premier attaquant, David Lewandowski. Un Allemand qui a joué pour les Blades de Saskatoon cette année. C'en est un, justement, aussi qui avait changé, qui faisait partie de le podcast des cartes cachées que j'avais fait avec Matt. Lui, il était en Allemagne au début de l'année. Il est arrivé dans la WHL. Moi, Lewandowski, je sais que c'est peut-être pas le favori de tout le monde non plus, mais moi, je le trouve énergique, je le trouve intense sur l'échec avant. Je trouve qu'il a un bon lancer si tu lui donnes de l'espace, il est capable de décocher des solides lasers dans le haut du filet. Puis, il est capable aussi de juste rôder un peu plus près du filet, marquer des buts peut-être un petit peu plus... un petit peu moins de finesse, un peu moins de dentelle. La mobilité, elle est pas mauvaise. Je trouve que ça pourrait être un petit peu mieux du côté de Lewandowski, mais je le trouve quand même intelligent sur la patinoire, donc j'ai pas l'impression qu'il est souvent en retard par rapport à ça. Je pense que défensivement, il se débrouille bien aussi, même si c'est pas nécessairement non plus le futur gagnant du trophée Selke, mais j'ai l'impression que quand il est sur la patinoire, c'est pas un joueur qui cause beaucoup de troubles non plus. 6 pieds 2, 175 livres. C'est un ailier, évidemment. L'échec avant, je pense que ça a été c'est une de ses bonnes forces. Son énergie en général aussi. Pas nécessairement de l'énergie style Carter Bear ou Justin Carbonneau, des gars comme ça, mais je pense que juste l'énergie de vouloir récupérer les rondelles, de donner des mises en échec avant. De vraiment mettre de la pression sur les défenseurs. Moi, je trouve que Lewandowski, c'est un joueur qui pourrait peut-être bien s'insérer encore une fois sur un bottom six. Pourrait probablement sortir plus bas, mais c'est ça. C'est est-ce que il va tomber encore une fois dans la zone dont on parlait entre 49 et 79. Donc, je le mets dans les 49 juste pour le cibler, juste pour au cas où. Parce qu'encore une fois, on ne sait pas ce qui va arriver dans le repêchage, comment ça va se dérouler, mais je pense que du côté de Lewandowski, un autre joueur qui pourrait faire jouer avec n'importe qui, puis j'ai l'impression qu'il serait capable de ressortir quand même positivement, même si le niveau de talent est peut-être pas, encore une fois, très high-end en tant que tel. C'est peut-être plus du côté de la moyenne, un petit peu plus de la moyenne dans certains cas, mais un joueur que j'ai quand même bien apprécié cette année. C'est ça, peut-être que je suis un des seuls en tout cas, qui est pas très high, mais qui est plus high sur lui. Mais j'ai aimé mes visionnements de lui cette année. J'avais dit un défenseur, mais je vais en insérer un autre, mais rapidement. C'est Auchi Wang des Generals d'Oshawa. Moi, cette année, Wang, j'ai pas compris le hype de ce gars-là vers le top 32, mais je suis convaincu qu'il va y avoir peut-être un directeur général à un moment donné qui va voir ce gars-là, défenseur gaucher de 6 pieds 6, 215 livres, très bonne mobilité, capable d'amener des rondelles au filet, travaille bien le long de la ligne bleue, capable d'y aller physiquement. Je pense que ça va attirer l'œil, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites difficultés sous pression ou quand il y avait la face dans la bande. Mais encore une fois, défensivement, le côté physique, la portée, le devant du filet, c'est un peu plus sécurisé. L'enclave, c'est un peu plus sécurisé. En fait, juste aller chercher les rondelles en
en fond de zone, quand il y a eu un chip de la part d'une équipe adverse, ils ont décidé de domper la rondelle. Wang est capable d'arriver en premier, de sortir la rondelle, protéger, mettre ça en sûreté un peu. Donc, il y a eu quelques moments intéressants cette année pour Wang, mais l'attaque, elle n'est pas là du tout. Donc, moi, je pense que je ne vois pas. Tu sais, on l'a vu dans la OJHL, il était capable de produire, il était capable de faire un peu tout ce qu'il voulait avec la rondelle. Dans la OHL, ça n'a pas du tout été le cas. Donc, pour moi, l'attaque, elle n'est pas là. Mais défensivement, encore une fois, si tu veux avoir solidifié une deuxième, je dirais plus troisième paire dans son cas, en ce qui me concerne, mais mettons deuxième paire, je pense qu'il pourrait faire le travail. Puis le dernier que je vais parler, lui, il s'est blessé très tôt dans la saison, puis on ne l'a pas revu de toute l'année. C'est Carter Amico. Carter Amico, c'est un gros défenseur, 6 pieds 5, 205 livres, droitier. Euh, de ce qu'on a vu malheureusement cette année, moi, en fait, malheureusement, moi, je pense pas que l'attaque, elle est là. Je pense pas nécessairement que c'est un gars que tu repêches pour, dans l'optique, qu'il devienne un genre de Victor Hedman, là, qui est capable de jouer défensif et attaque avec une petite touche physique. Là. Je pense que Carter Amico, c'est vraiment un défenseur de type défensif, physique, donne de bonnes mises en échec, rend ça difficile dans le territoire, rend ça difficile de rentrer dans le territoire. Donc, moi, c'est un peu plus ça qui m'intéresse de son côté. Carter Amico, je sais pas s'il va glisser un peu. Étant donné qu'on l'a tellement pas vu cette année, est-ce qu'il va glisser? Est-ce qu'il va se ramasser peut-être en troisième ronde? La centrale, là, en deuxième ronde, c'est un peu là que je le vois aussi. Donc, est-ce que... il est punitif, mais pas nécessairement punitif style chez Weber, là, avec la limite de la légalité avec les doubles échecs et les choses comme ça. Je pense qu'il est juste punitif dans le sens qu'il ne te lâche pas vraiment. C'est dur d'avoir la position avec un gars comme ça. Donc je pense que Carter Amico, j'aimerais, si jamais il devait glisser, c'est un joueur qui serait peut-être intéressant, mais moi, je pense que c'est pas un défenseur que j'irais voir en première ronde, mettons. Je sais que E.J. Emery, l'année passée, qui est sorti en première ronde, pour moi, c'est à peu près le même moule, à la différence que Amico, il est peut-être un petit peu plus physique, mais pour moi, il n'y a pas rien qui ressort pour un gars de première ronde. Mais encore une fois, deuxième ronde, je pense même 49e, ça serait à considérer, tout dépendant, encore une fois, de comment le board va sortir. Donc les choix 79, 81 et 82, je les ai mis dans le même bloc, étant donné que, bon là, c'est 3 choix en 4, là, donc on s'entend que c'est à peu près le même range. Les joueurs que j'ai retenus peut-être pour ce range-là, le premier, c'est le défenseur Quinn Beauchesne, que vous avez probablement vu au tournoi U18, encore une fois. Lui aussi était à Guelph cette année avec Cadine. Un défenseur de 6 pieds, 185 livres environ, droitier comme je le mentionnais. Un peu comme on a parlé de Amico, justement, c'est plus à caractère défensif du côté de Beauchesne. Un peu de robustesse, encore une fois de la difficulté il est difficile à affronter en zone défensive. C'est pas un défenseur qui est très... c'est pas plaisant de l'avoir dans ta face. Même si, encore une fois, c'est pas un genre de défenseur qui va te ramasser, puis que si tu rentres de son côté, ça va être difficile d'en sortir vivant. Là. C'est vraiment un défenseur qui a quand même cette touche-là, cet aspect défensif-là. Un peu le travail le long des bandes, le travail devant le filet, tasser les joueurs, un peu permettre aux gardiens de voir les tirs. Donc, du côté de Beauchesne, ça, je pense que c'est un de ses aspects qui est intéressant. La touche offensive, elle est un peu là aussi par moment. Capable d'amener des rondelles, des tirs, juste des bons lancers pour faire dévier des lancers. C'est pas vraiment un lancer foudroyant, là, tant qu'à moi. Puis même le tir sur réception aussi. Là, oui, des fois ça rentre, mais c'est pas
c'est pas là son pain puis son beurre là, du côté de Beauchesne, mais j'ai l'impression, encore une fois, que c'est un défenseur du côté défensif qui, surtout dans cette ronde-là, troisième ronde, j'ai l'impression que c'est un gars qui peut te donner beaucoup de bonnes minutes. Mettons un bon 18, 17, 18 minutes honnête, fait pas de mal à personne. Au niveau de ton équipe, va peut-être faire mal à des personnes avec le bâton ou quelques mises en échec, mais c'était un défenseur qui, j'ai l'impression, est un peu stable, puis qui va permettre à un autre défenseur un peu plus de caractère offensif, probablement, de vraiment ressortir, d'avoir un peu plus de liberté. Donc, à ce rang-là, je déteste pas un gars comme Quinn Beauchesne. Je vais nommer deux autres défenseurs, mais qui sont complètement à l'opposé. Alex Wang des Saguenay de Chicoutimi et Will Sharp, qui est maintenant avec les Rockets de Kelowna. Il était à Lethbridge, mais ils l'ont échangé étant donné que il était en pleine run de série, visait vraiment les grands honneurs. Will Sharp et Alex Wang, ce sont des joueurs beaucoup plus flashy, entre guillemets, les gars, beaucoup plus à caractère offensif. Puis Wang, c'est ça, c'est un peu plus la mobilité aussi qui est là, la relance, le contrôle de rondelles dans le territoire offensif, amener des rondelles au filet un petit peu plus, des rondelles précises, sans nécessairement vouloir défoncer le filet. Puis je pense que Sharp, il amène ça aussi du côté... en fait, il l'avait beaucoup amené du côté des Hurricanes de Lethbridge. Malheureusement, il y avait un peu plus de talent, puis ils l'ont échangé. Des fois, c'est le prix à payer, là, ça c'est sûr et certain. Puis à Kelowna, il y a eu un petit peu plus de difficulté à imposer cette offensive-là, mais lui-même, il était capable d'en faire parce qu'on l'a vu insérer un petit peu plus dans les espaces libres. On l'a vu en avantage numérique, il n'a pas hésité à il a joué beaucoup là, à Kelowna, il était souvent sur la patinoire. Il a joué en avantage numérique, décochait des bons lancers. Il est capable d'être un peu trompeur aussi dans ses manœuvres en zone offensive sur le long de la ligne bleue. Puis c'est ça, il prenait un peu plus de risques évidemment à Kelowna. Parce que je suis convaincu que c'était un peu son mandat aussi. On lui a probablement dit d'essayer de prendre un peu plus l'attaque sur ses épaules, alors qu'à Lethbridge, il ramassait des points, mais il ramassait vraiment des points parce que oui, il était là, il était impliqué dans le jeu, mais le talent autour de lui était vraiment meilleur. Mais Wang, c'est ça, je pense que défensivement, il y a quelques petites lacunes défensives. Rien vraiment de très... c'est rien qui se corrige pas, puis rien qui te fait vraiment... tu te dis, ce gars-là, il est une peine perdue. Mais je pense que du côté de Sharp, le gabarit va peut-être l'aider un petit peu plus à améliorer cette défensive-là. Parce que il y a un petit peu de problème aussi défensivement, Sharp, mais je trouve qu'il s'en tire un peu plus parce que il est 6 pieds 1, il pèse 190, 195 livres. Donc je pense que l'aspect offensif est à peu près équivalent, mais le jeu défensif de Sharp, il y a peut-être une petite coche de plus à prendre. Alex Wang, c'est un défenseur droitier. Mais lui, il a un plus petit gabarit à 6 pieds 170, 15. L'autre est 6 pieds 1, 195. Donc, tu sais, c'est ça. J'ai l'impression que y a moins. Ça va peut-être te faire moins mal d'avoir Wang dans ta formation dans l'ensemble. Mais j'ai l'impression que le potentiel de Sharp est plus élevé. Donc là, c'est encore une fois, c'est le problème à avoir. Est-ce que une équipe qui vise un petit peu plus le potentiel, un petit peu plus la clôture, ben à ce moment-là, un gars comme Sharp serait un petit peu plus désigné. Deux autres joueurs que je vais parler, en fait trois autres, mais le premier, je vais rester avec les Saguenayens, c'est Émile Guité. Je ne sais pas s'il va glisser au repêchage. Émile Guité, pour moi, c'était un
un gars au début de l'année qui me donnait le sentiment qu'il allait rester dans la première ronde ou proche de la première ronde pendant toute l'année. Puis malheureusement pour lui, ça s'est complètement éteint cette année pour lui. L'attaque, elle est pas venue. Il y a eu de longues disettes sans marquer. Ça n'a pas été une saison vraiment au cours de laquelle il a répondu aux attentes. Puis c'est malheureux parce que je pense que le potentiel est encore là. Je pense que le talent est encore là, mais au lieu d'être entouré de joueurs offensifs, puis vraiment au repêchage, au lieu de se faire voir comme un gars qui va pouvoir générer de l'attaque, qui va pouvoir driver le jeu ou des choses comme ça, ça va vraiment être un projet. Il va être identifié plus comme un projet de développement, un joueur qui va devoir améliorer un peu son intensité, sa présence sur la glace, améliorer son engagement, son pace en général. Est-ce qu'on voit un peu de Joshua Roy aussi dans ça, bien que Roy avait beaucoup plus de talent tant qu'à moi. Mais c'est ça. Il manque juste un petit quelque chose pour Guité cette année parce que quand il décide de partir, partir les valves, ouvrir la machine, le patin est quand même bon. Il a un gabarit qui est appréciable. Donc le patin rend que c'est difficile de quand même contrer un gars comme Guité. C'est difficile de vouloir le laisser passer dans ta zone. Tu essaies de le contrer, mais c'est difficile. Il est capable de jouer un peu physique aussi. Il est capable d'aller le long des bandes, récupérer des rondelles. Il y a cette touche de playmaking-là aussi qui est pas vilaine, mais il faut que tout soit mis en même temps de son côté. Puis j'ai l'impression que il n'est pas capable de mettre tout ça en même temps de façon constante. Donc, quelques présences, tu vas avoir un flash. Après, tu vas avoir une présence où ça va être difficile. Ensuite de ça, ça va revenir et ainsi de suite. Donc, l'énergie doit être là au maximum. L'intensité, l'engagement doit être là au maximum pour Guité. Mais c'est difficile de voir plus qu'un gars de bottom six en ce moment. Malgré que les outils sont là parce qu'on les a vus l'année passée. C'est ça qui est dommage. Il y a un excellent lancer sur réception, un très bon lancer des poignets aussi. Ça n'a juste pas voulu activer cette année, malheureusement. Deux gars pour qui ça a activé un peu plus, dont un en particulier, Owen Griffin. Puis on va parler aussi d'Owen Martin en même temps. Owen Griffin, ça a été une saison au cours de laquelle il a vraiment, à partir de la deuxième moitié, il a été un petit peu plus impliqué offensivement. Puis en série, il s'est mis à exploser. J'ai pas tant compris qu'est-ce qui est arrivé parce que, en fait, oui, il a commencé à produire avec Barlow, il a commencé à produire avec Seneca, puis il est rendu à 16 buts. On sait pas trop d'où ça sort vraiment. Ricci est là aussi. Bref, il est devenu le joueur qui était un peu le go-to guy de temps en temps offensivement. Il est devenu le joueur qui trouvait les espaces, qui trouvait les petits moments où se blottir offensivement. Puis il y a 29 points en série, 16 buts en 20 matchs avec Oshawa. Puis il avait fini la saison avec 51 points en 62 matchs. Donc là, ça a commencé à m'intéresser parce que Griffin, c'est pas un gros gabarit. 5 pieds 10, 175 livres environ. Mais il n'a pas eu peur du moment pour les séries. Donc je sais pas pourquoi ça a déclenché comme ça pour lui. Vraiment été très dangereux pendant toutes les séries. Il a été très impliqué. On lui a donné, même c'est ça, on lui a donné le rôle un peu plus on lui a donné du rôle un peu plus offensif avec des joueurs offensifs sur l'avantage numérique aussi utilisé beaucoup. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est juste un accident? Moi, de voir un gars comme ça exploser en série, ça retient mon attention parce que en série, c'est plus serré, c'est plus physique. Les arbitres sont permissifs, donc il y a plus de coups, un peu plus salaud, à la limite de la légalité. Puis il a quand même ressorti. Il est vraiment ressorti fort. Donc,
Un joueur que j'aimerais vérifier. Je sais pas si... c'est ça. Le talent est là, le potentiel est là. Je sais pas si ça a juste à donner qu'il a sorti une grosse série un gros parcours éliminatoire. Mais il a quand même produit cette année. Donc, tu sais, les habiletés sont là. Un peu d'énergie aussi, un peu de chien. Un autre gars qui a un peu le même profil, Owen Martin, avec Spoken. Eux autres aussi sont en finale, mais de la WHL. 34 points en 39 matchs cette année, 6 pieds 3, 6 pieds 185 livres, droitier. En série, 12 points en 19 matchs. Puis évidemment, là, depuis le début de la finale, c'est quand même un peu plus compliqué parce que Medicine Hat, ils sont assez forts quand même. Quoique là, c'est 2-1, là, je pense, la série. Donc, c'est un peu plus difficile pour Spokane, mais j'ai l'impression du côté de Martin que c'est un peu plus le côté physique est peut-être un peu plus là. Un peu plus de jeu sur 200 pieds, de rugueux, un petit peu plus de travail le long des bandes, un petit peu moins. La finesse, elle est là un peu, mais c'est vraiment un gars qui va aller un peu plus nord-sud. Puis je pense qu'il est capable de récupérer beaucoup de rondelles aussi. Donc, à ce rang-là, je pense que c'est un pari qui est quand même intéressant. Je sais pas si vraiment le côté offensif, c'est quelque chose aussi qui peut se développer vraiment à un niveau de 40-50 points. Je penserais pas. Je pense que ça devient vraiment un gars de bottom six, un autre gars d'énergie, mais j'ai le sentiment que Martin et Griffin, ce sont deux joueurs qui pourraient venir solidifier un troisième, quatrième trio, mais aussi qui peuvent être utilisés dans des aspects un peu plus défensifs, des avantages numériques. Donc, c'est deux joueurs que je déteste pas. Puis un joueur que moi j'ai plus haut, mais que j'insère aussi, c'est Tomáš Pobejal, parce que la centrale l'a assez bas, je pense. Donc du côté de Pobejal, c'est un attaquant énergique lui aussi. Il a quand même 15 buts en 42 matchs en Slovaquie. Plus petit gabarit, 5'9", 180 livres. Mais c'est un attaquant qui a pas... a pas peur de foncer au filet, a pas peur de travailler vraiment dans les endroits sales, les endroits où ça fait mal. C'est pas il joue au centre, il a été bon au centre, on l'a vu à l'aile un peu où je l'ai trouvé quand même bon en échec avant. Je trouve qu'au centre, il est solide parce qu'il est quand même assez compétent défensivement. Il est bon pour bloquer les jeux puis ensuite repartir l'attaque. Il a pas mal paru pour moi, je trouve, en Slovaquie. Je sais pas pourquoi la centrale l'a si bas. Je pense qu'il est 27e. Ouais, 27e sur la liste de la centrale de la Ligue nationale. Est-ce que ça veut dire que c'est peut-être même un choix de 5e, 6e, 7e ronde pour eux? Probablement. Est-ce que le gabarit, c'est ça qui a fait mal un peu là-dedans? Pourtant, moi, je le trouve pas si... il se fait pas bousculer tant que ça. Il est même dans la face des défenseurs. Il est un petit peu baveux, même sur les bords. Donc, je trouve pas que ça l'a vraiment pénalisé cette année en Slovaquie. Je pense qu'il a été assez bon pour un joueur qui est dans son année de repêchage. En Slovaquie, c'est quand même une ligue d'hommes. Le talent n'est pas si élevé que ça, mais il y a quand même 15 buts. Donc, puis c'est des buts vraiment... Soit il a utilisé sa vitesse, soit il a foncé au filet, soit il était bien positionné. Donc, c'est des buts qui sont quand même pas... c'est pas juste des vidanges devant le filet. Ça a été travaillé. Il a été intelligent pour se positionner. C'est un des bons joueurs juniors qui était du côté d'une ligue professionnelle cette année, du côté des États... en Europe, dans le fond. Il y a Sirard qu'on a vu qui était quand même très bon aussi. Sans parler évidemment de Eklund et Frondel. Mais moi, je trouve que c'est sévère pour Pobejal, le 27e rang de la centrale du côté des Européens. Mais évidemment, si lui devait sortir dans ce range-là, ou peut-être même l'autre section d'après,
ben, tant mieux, parce que moi, j'ai l'impression que c'est un attaquant qui est capable d'en donner beaucoup, en tout cas sur un bottom six, un peu à la manière de Martin et Griffin aussi. Ouais, moi je l'aurais à l'œil pour Béjal pour cette sélection-là, puis encore mieux si ça descend plus bas. Je termine avec quelques petits noms pour 108 et 113 que je vais aussi rentrer dans un même bloc. Le premier nom, c'est Philippe Veilleux, attaquant des Foreurs de Val-d'Or. Encore une fois, je ne sais pas si lui aussi, c'est le gabarit le problème, parce que c'est un plus petit gabarit, évidemment. C'est un attaquant qui a énormément de talent, des mains exceptionnelles, mais qui a produit, en plus de ça, qui a produit grâce à ses mains, grâce à juste son intelligence, son flair offensif. Mais à 5 et 10, 165 environ, c'est toujours le même problème, c'est qu'il est plus petit. Puis là, est-ce que tu veux sélectionner ce joueur-là, tu veux lui donner une chance parce que le potentiel offensif est là. Puis moi, du côté de Veilleux, c'est là que je suis prêt à prendre cette chance-là. Je pense que 108, 113, c'est des bons rangs pour lui. Des rangs où est-ce que il peut... il pourrait se développer tranquillement, puis si jamais ça devait se concrétiser, ça va avoir été un rang respectable. Je pense que tu vas avoir pris une chance au bon moment avec un gars comme ça. Mais le talent est très, très élevé du côté de Veilleux. Donc, à un moment donné, est-ce que tu veux avoir aussi juste des gars d'énergie et tout ça? Tu as besoin d'avoir des skills. Lui, il y en a. Si on veut aller du côté vraiment de joueurs plus qui font pas beaucoup de vagues sur la glace, mais qui font beaucoup de bonnes choses. Liam Kilfoyle, évidemment, avec les Moussets d'Halifax, c'est un joueur qu'on a vu aussi au U18. Puis ce qui retient beaucoup l'attention du côté de Kilfoyle, c'est son style vraiment professionnel sur 200 pieds. C'est son style, il est très intelligent en désavantage numérique. Il est très intelligent avec lorsqu'il doit se positionner en défensive, lorsqu'il doit faire du travail défensif. Donc pour moi, c'est un centre gaucher, 5 pieds 11, 175. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il a amené cette année parce que oui, il a amené un peu d'attaque aussi quand même. C'était pas juste un centre défensif qui fait juste jouer pour protéger des avances ou défensivement, puis que tu pouvais utiliser à outrance en désavantage numérique. Non, il y a eu cette touche offensive-là, cette touche de vitesse, cette touche de finesse qui était bien présente. J'ai trouvé, moi, que son intelligence sur la glace se reflète aussi dans la façon dont il aide ses coéquipiers, vient donner de l'appui, donne les rondelles, des bonnes rondelles aussi. Donc, prend des bonnes décisions sur la glace. Le niveau, le plafond offensif n'est pas très haut. Puis, le gabarit est quand même assez moyen. Donc là, évidemment, il y a quelque chose là-dedans qui le retient, puis c'est ce qui est dommage, c'est que étant donné que son talent n'est pas très élevé, à 5 et 11, 175, bon, c'est un gabarit très... c'est assez petit quand même. Donc c'est sûr qu'il va tomber, mais j'ai le feeling à 108, 113 que c'est pas un mauvais choix, parce que quand tu vas l'amener dans ton organisation, tu vas avoir à travailler un peu sur lui, mais les bases sont déjà très bonnes. Donc pour moi, ça c'est quelque chose d'intéressant pour Liam Kilfoyle. C'est un peu la même chose pour Bruno Osmanis, dans le fond, c'est que c'est un autre joueur que j'ai ciblé dans ce range-là, dans ce groupe-là, à 108-113. Un ailier plus petit gabarit, mais lui aussi, c'est ça, il jouait dans la Hockey Allsvenskan, la même ligue que Frondel, la même ligue que Eklund. Puis il était pas... encore une fois, c'est l'énergie qui était là. C'est pour un joueur de cet âge-là, avec un plus petit gabarit, d'être aussi impliqué quand même en attaque le long des bandes, d'être capable de bien se débrouiller en défensive à 5 pieds 11, 160, 165. Il y a quelque chose pour moi. Je sais que je pense que la centrale, encore une fois, elle est aussi très, très bas.
mais il y a quelque chose de mon côté qui me laisse croire que la base, elle est déjà là. Puis étant donné que la base est déjà là, c'est un choix, je pense, qui n'est pas nécessairement perdu. Je ne sais pas si ça va se développer, mais moi, j'aime ce qu'il peut amener pour une équipe, même si, encore une fois, c'est le gabarit est beaucoup plus petit. Puis ça serait un peu la même chose pour Mikhail Sverchek, qui lui aussi a quand même beaucoup de talent, puis un bon lancer, puis une bonne touche offensive, mais il est capable d'aider défensivement. Mais à 5 et 10, 175, lui aussi, c'est un plus petit gabarit. Donc, du côté d'Osmani, je pense que même les dernières mesures de la centrale, c'était 5 et 11. Donc, ça pas 5 et 11, mais 160 livres. Donc, c'est vraiment 160 et non 165. Donc, c'est quand même un peu maigre. Mais un joueur qui, lui, est un petit peu plus gros gabarit, c'est Gustav Hillström. 6 pieds 1, 175 livres. Ça a été un peu particulier cette année parce qu'on en a parlé, moi puis Saint-Lô. Il y a eu des moments où il était vraiment dominant sur la glace, où il protégeait la rondelle, créait des choses, patinait bien, était physique, décochait de bons lancers. Puis il y a eu des moments où ça semblait pas cliquer. Donc il y a le côté un peu constance. Puis là, il jouait dans la ligue en Suède, la nationale junior. Donc, tu sais, ça a été difficile pour lui par moment de vraiment prendre le contrôle de certains matchs. Ça a été difficile pour lui de vraiment ressortir d'une façon constante de match en match, de présence en présence. Mais il y a une fougue en lui, il y a il y a une intensité, il travaille bien le long des bandes. Donc, tu sais, Hillström à ce rang-là, je trouve que c'est encore une fois, je pense que c'est un choix qui pourrait vraiment faire du bien dans un bottom six, mettons, ça se développe, parce qu'à ce gabarit-là, joueur de centre, droitier, tu sais, je trouve qu'il y a en quatrième, c'est rare que tu vas chercher ton gars de troisième, quatrième trio dans les rondes tardives comme ça. Ben là, quoi que c'est quatrième ronde, fait que c'est pas mauvais, mais tu sais, je pense à un gars comme Jake Evans avec le Canadien. Puis je sais que je vais pas toujours revenir sur le Canadien, mais c'est pour vraiment vous donner un exemple que vous voyez régulièrement. Là. Jake Evans, c'est un choix de septième ronde. Mais l'intensité, le travail le long des bandes, l'intelligence, lui a permis d'arriver à ce niveau-là dans la Ligue nationale. Puis je pense qu'Hillström, dans ses bons moments, dans ses meilleurs matchs, il peut s'apparenter proche de ça aussi. Donc, moi, je ne jetterais pas tout de suite la serviette dans son cas, même s'il est classé quand même très loin avec la centrale, 35e. Donc, il est même en arrière de Pobejal. Mais quatrième ronde, moi, je serais prêt à peut-être tenter ma chance à ce rang-là pour Hillström. Je vais rajouter deux joueurs. Shamar Moses, dont j'ai parlé dans les cartes cachées. Je ne sais pas s'il va être encore disponible. Je ne sais pas s'il va être il va être disponible plus tard. Mais gros gabarit, lui aussi. Intensité, ailier droit. Droitier, 6 pieds 1, 200 livres. Il était capable de faire du bon travail en zone offensive, décocher des lancers dangereux, des lancers pesants, foncer au filet, aller chercher des rondelles le long des bandes. Il était difficile à contrer en tant que tel. C'est difficile de lui soutirer la rondelle. Intensité, énergie, physicalité, applique de bonnes mises en échec. Un bon patin aussi, donc il est quand même capable d'activer rapidement, il est quand même capable de déclencher rapidement, puis de patiner. Nord-sud, oui, capable de faire des feintes aussi, est-ouest un peu pour se donner de l'espace. Shamar Moses avec Nord Bay, à ce rang-là, j'aime bien aussi tenter la chance pour un gars comme ça. Je vais terminer ce bloc-là avec Carson Cameron. Carson Cameron, si vous regardez les statistiques, c'est pas reluisant parce que du côté de Peterborough, ils n'ont pas eu une bonne saison cette année. Et
il a pas ressorti dans le sens côté statistique, Carson Cameron. Mais défenseur droitier, 6'1", 175. Moi, j'ai pas détesté ce que j'ai vu cette année de son côté parce que il y a une. Tu sais, au-delà des points, des moins, puis tu sais, je sais que ça paraît pas super bien, mais défensivement, moi, je l'ai pas trouvé si à risque que ça. Tu sais, c'était vraiment. Il y a un manque de talent à Peterborough, il y a un manque d'appui général dans l'équipe, puis tu sais, ça se ressent, ça va se ressentir sur les statistiques, puis c'est bien correct, mais moi, j'ai l'impression que Carson Cameron il a beaucoup subi un peu de ça, puis c'est pour ça qu'il est bas dans les listes. Mais je l'ai trouvé quand même assez stable, moi, défensivement. Je l'ai trouvé un bon bâton, on se faisait pas prendre lui non plus à temps à contre-pied, patine bien, c'est fluide. Euh, j'ai pas. J'ai l'impression qu'on l'oublie un petit peu du côté des droitiers. Mais j'ai pas détesté son attaque aussi par moment. Carson Cameron, euh, il a pas nécessairement eu beaucoup de points cette année. C'est une trentaine de points, je pense, 25 points. Mais ça a été un joueur qui en a généré quand même de l'attaque, j'ai l'impression, dans ce que j'ai vu. La relance, elle était bonne. Quand il voyait une opportunité d'aller à l'attaque, il l'a pris. En fait, il prenait ces occasions-là, activait le jeu de temps en temps, venait s'insérer aussi dans la deuxième vague, les petits troisième, quatrième hommes. Mais je pense que c'est vraiment plus du côté défensif qui va ressortir Cameron. Tu sais, le gabarit est bon. Il y a un peu plus de physicalité, je pense que ça serait pas mauvais de son côté. Tu sais, des fois, sous pression, c'est sûr, c'est un peu plus compliqué. Peut-être un petit peu de prise de décision, un peu plus d'analyse, de prise de décision, de vraiment lever la tête, vraiment voir qu'est-ce qui se passe devant lui. Un petit peu moins de débarrasser la rondelle de temps en temps, mais dans l'ensemble, je pense que s'il avait été mis dans une équipe, euh, une bien meilleure équipe, mettons, tu le places dans une équipe qui a, mettons, Kitchener, qui a quand même un peu de talent, qui a de la vitesse, un entraîneur qui est capable il trouve les bons moments, les bons moyens pour rendre tout le monde un peu meilleur. Moi, j'ai l'impression que Carson Cameron, les statistiques auraient été bien différentes, puis le stock aurait été bien différent aussi aux yeux de tout le monde. Donc, pour moi, c'est un joueur que je vais regarder quatrième ronde, c'est ça. Mais des fois, on se trompe, puis finalement, le joueur est repêché en septième ronde ou quoi que ce soit, puis c'est bien correct. Mais euh, si tu veux tenter ta chance à ce rang-là, je pense qu'il y a peut-être matière à développer un peu d'attaque. Puis je pense que défensivement, c'est sûr et certain que d'année en année, en se faisant aiguiller, en se faisant coacher, il va vraiment enlever un peu les petits problèmes défensifs qu'il y a ici et là. Mais sur 200 pieds, moi, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Je pense qu'il a mal paru à cause de l'équipe en tant que telle. Donc, Carson Cameron, c'est le dernier joueur dont je vais parler pour mes cibles du repêchage et dans ce groupe-là du 108 et 113. Donc, c'était les joueurs que j'ai, des cibles potentielles pour le repêchage du Canadien. En tout cas, dans les 4 premières rondes, peut-être même un petit peu plus, tout dépendant, mais je pense que c'est des joueurs que j'ai eu à l'œil cette année, que j'ai pas détesté. Il y en a pour qui j'ai eu des petits coups de cœur. Puis j'aimerais ça évidemment en voir un ou deux sortir avec le Canadien, mais de toute façon, je vais les avoir à l'œil quand même, ces gars-là, pour où ils vont sortir dans le repêchage, avec quelle équipe ils vont sortir. Euh, mais je pense que ça va être intéressant pour le Canadien parce qu'il va peut-être avoir des mouvements aussi dans ce repêchage-là. Ils vont peut-être avancer, ils vont peut-être échanger des choix. Donc, peut-être que ça aura servi à rien de parler de tous ces joueurs-là, euh, mais c'est ça, j'aimerais voir ces joueurs-là un peu dans l'équipe ou au moins quelques-uns.
Puis pour ce qui est de la chaîne, évidemment, là, je vais rentrer dans le mode Top 32. Donc, il va y avoir les 3 vidéos de Top 32 qui vont sortir au début du mois de juin. Il n'y aura pas de vidéo d'ici là. Et ensuite de ça, ça va être pas mal la fin de mon côté pour cet été. En fait, pour la chaîne en tant que telle. Ça va être. Tout va être dans le guide après dans nos lives. Parce qu'on va faire le War Room et des choses comme ça. Donc, ça va être plaisant rendu là, mais ça va être sur la chaîne de TSLH. Donc, je vous invite à aller suivre cette chaîne-là. Puis, ben, merci d'avoir été là cette saison. Puis, il va rester les 3 vidéos de Top 32, évidemment. Mais encore une fois, très apprécié de vous avoir. Et en espérant avoir du temps, un peu plus de temps peut-être l'année prochaine pour en faire plus. Parce que j'aime ça, faire ça, évidemment. J'aime ça parler d'espoir. J'aime ça faire des observations en temps réel, des retours ici et là sur le mondial et le U18, des choses comme ça. Mais c'est pas toujours facile. Donc, merci encore une fois. Puis j'espère que ça vous a éclairé un peu les lanternes pour le Canadien, pour le repêchage qui s'en vient. Puis, ben, sinon, ben, on se dit à la prochaine.